Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices de la radio dite de la coopération Europe-Afrique. Bonjour à vous, téléspectateurs de Europe-Afrique TV. Très heureux de vous retrouver en cette journée pour l'émission L'invité de la semaine. Je suis votre humble serviteur, Jean-Christ Eburny. Dans le cadre de cette émission, l'invité de la semaine, nous recevons une invitée de marque, Madame Siakam Victorine, qui, je le rappelle, est docteur en droit et présidente de l'association pour la dignité. Madame Siakam Victorine, bonjour. Bonjour, Chris, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation dans nos murs, dans nos studios. Je voudrais vous parler, chers auditeurs, auditrices, de cette femme, notre invitée, Madame Siakam Victorine, qui, je le rappelle, est née au Cameroun, qui est arrivée relativement très jeune en France, aux alentours des années 84, avec une bourse d'études. Elle a donc fait une partie de ses études secondaires en France, puis a poursuivi ses études à l'université de droit de Lille 2, après son master 2 de recherche en droit social, dont le mémoire portait sur le thème de l'égalité de rémunération professionnelle entre les hommes et les femmes en 2010. Elle a intégré l'école doctorale des sciences juridiques, politiques et de gestion de Lille 2. C'est donc l'unité de recherche qu'il a accueillie du Centre de recherche de droit et perspectives, notamment dans le laboratoire d'études et de recherche appliquées en droit privé. Je vous le disais donc, chers auditeurs, auditrices de la radio de la coopération, c'est une femme remplie au sens noble du thème, avec une capacité intellectuelle hors norme, engagée dans le combat de la dignité humaine que nous recevons dans le cadre de cette émission, l'invité de la semaine, pour nous parler de son parcours, nous parler de tout ce qu'elle a pu traverser et également nous parler de ses livres qu'elle a pu produire, parce qu'elle en a produit 2 au total, Debout les femmes, féminicide, donc également l'établissement du droit, c'est ça? De la peine de mort. Et puis elle nous parlera également de sa thèse, la thèse qu'elle a produite avec pour thème le droit des femmes au travail. Un très beau document, une très belle thèse qui est aujourd'hui étudiée dans de nombreux établissements. Et cette thèse également qui lui permet de pouvoir donc parcourir toute la France, tout le monde entier, où elle est appelée également pour des conférences. C'est donc cette grande dame, Siakam Victorine, que nous recevons. Alors, Siakam Victorine, d'entrée de jeu, si vous deviez nous parler de vous, vous présenter à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices qui ne vous connaissent pas, qui est véritablement Siakam Victorine? D'abord, merci Christ de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Merci surtout à vous. Et puis, c'est une grande fierté pour moi de répondre à vos questions. En fait, je suis Siakam Victorine, je suis née au Cameroun, une famille de 9 enfants. Donc, j'étais la deuxième en tant que fille. Et je ne devais pas aller à l'école. C'est-à-dire, après le CM2, mon papa m'a dit, tu sais déjà lire, tu sais déjà écrire mon nom, tu sais écrire le nom de tes frères et sœurs. Maintenant, c'est fini. Vous arrêtez complètement les études, selon le père. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Le jour où mon père m'a appelé en disant « Victorine », j'ai couru en disant « Papa », il me dit « Prends une feuille et un crayon et viens me voir ». Oui. Avec l'autorité parentale, hein, il faut le dire. Hein. Tout à fait. Voilà. Assois-toi là hein, et écris mon nom, le nom de tes petits frères et ta mère. Alors je me montrais déjà capable d'écrire les noms de mes parents, mon nom, j'étais fière. Fière de et je m'attendais alors, Chris, tu peux pas imaginer. Une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle que je veux rentrer au collège à la rentrée scolaire. D'accord. Mais non. Ce jour-là, il m'a dit, bon, avec autorité, à moi, toi, tu ne vas plus aller à l'école. Ça s'arrête pour vous ça comme ça. Ça s'arrête pour toi. Oui. Tu vas rejoindre ta mère à la cuisine. Et tu vas apprendre à cuisiner, à faire le ménage. Est-ce qu'il a donné des raisons pour lesquelles il ne voulait pas vous voir poursuivre vos études? Ne sois pas pressé, mon cher Chris. Après avoir fait sa dictature, il a fini de me dire, il faut dire que même depuis ma naissance, je n'étais pas quand même facile. Vous aviez un tempérament. Voilà. Oui. Alors il m'a dit, mais pourquoi papa, moi je ne dois pas aller à l'école, alors que j'ai mon grand frère qui a redoublé 4 classes, il n'a même pas encore son CEP. Mais il poursuit ses études. Voilà, il n'a pas encore le CEP, je dis j'ai mon CEP, et lui il continue ses études. Il dit, mais tout simplement parce que tu es une fille. Tu as vu comment tu te comportes vis-à-vis de moi, ton père? Alors si je te laisse aller à l'école,
Que veux-tu faire du mariage? Je vais rembourser tes dots tous les temps, tu viens avec des mariages, je remplis tes dots. Non, il faudrait que tu apprennes à cuisiner et que ta mère te montre la douceur d'une femme. D'accord. Donc pour lui, c'était une manière de vous ramener à la raison dans la tempérance parce que votre caractère faisait qu'il avait peur pour votre avenir et il trouvait que vous étiez dur pour une femme. Et en vous sortant donc de l'école, c'était une manière de vous ramener dans les choses les plus simples, les plus basiques, comme c'est le cas pour beaucoup de jeunes filles. Ben oui, c'est ce qu'il a fait. Et depuis ce jour, que c'était la mise au monde. Mais en fait, c'était une réalité. Le jour de la rentrée scolaire pour entrer en 6e, moi je voyais mes copines du quartier qui allaient à l'école avec le sac au dos, leur tenue. Vous savez que chez nous en Afrique, ils ont toujours leur tenue scolaire. Tout à fait. Voilà. L'uniforme. L'uniforme. J'étais là dans notre. Il faut dire que nous on avait une maison en carabole, il y avait des trous. Donc une maison on appelait une maison préparée, c'est-à-dire que ce sont déjà des maisons que s'il pleut, la pluie peut tomber. C'était à ce point-là. Alors mon père comptait trop sur l'argent que le monsieur pouvait apporter le futur mari. Et ce n'est pas justement ça, c'est pas que j'étais fille, hein. C'est parce que j'étais fille et pour lui, la fille, c'est la dot, c'est l'argent qui rentre. Elle est plus appelée à être mariée. Quel que soit l'état. Et ça rapporte de l'argent à la famille. Ça rapporte de l'argent. Si vous pouvez comprendre cette dot-là, parce que c'est ce qu'il a fait, puisque de cet âge-là, de CM2, après dans les 9-10 ans. Hein, oui, vous avez 9 ans, 10 ans déjà, et on pense déjà au mariage, à la dot qu'on va avoir. Donc du coup, je restais à la maison jusqu'à 17 ans. Pendant 8 ans, vous n'êtes pas parti à l'école? Non, je suis pas allée à l'école. De 9 ans jusqu'à 17 ans. Je m'occupais de mes frères, je lavais leurs vêtements. N'oubliez pas que pour aller laver les vêtements, je devais faire des chemins pour aller dans les marigots. Laver les vêtements, sécher et revenir à la maison, cuisiner et faire manger. Et le lendemain, me lever peut-être à 4 heures pour aller à la plantation, pour arriver à la plantation à 7 heures. Comment vous viviez ce moment-là? Très difficile. La frustration, j'imagine. Avec une seule question qui m'avait toujours hanté, c'est d'ailleurs même pour ça qu'on va y arriver. Une de ces questions qui m'avait hanté, tout petit, je m'étais dit, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que naître fille, avec le mot, aujourd'hui je peux dire ça en termes juridiques, c'est-à-dire, est-ce que naître fille, c'est naître sans droit? À l'époque, je m'étais dit, mais pourquoi moi, une fille, je ne peux pas aller à l'école? Pourquoi les garçons y vont? Est-ce que je n'ai pas le cerveau? Comme mes frères, ils me parlent du mariage. Mais ils vont se marier aussi, mes frères. Mais pourquoi me priver de l'école? Ça fait mal. Ça fait mal, j'imagine bien. Donc, 9 ans jusqu'à 17 ans, donc vous vous préoccupez plutôt des tâches ménagères de la maison, de vous occuper de vos frères, cultiver le champ et tout ça. Et donc, c'est votre quotidien. Voilà, c'est mon quotidien. Et le seul jour où j'avais le droit de sortir, c'était aller à l'église, le dimanche. D'accord. Le dimanche, je m'habillais, j'allais à l'église et je revenais, c'est tout. Qu'est-ce qui vous a maintenu au point de ne pas perdre l'envie de ne pas poursuivre vos études? Qu'est-ce qui vous a motivé à garder le cap et à vous dire un jour, j'aurai certainement ma revanche à prendre, j'aurai l'occasion de reprendre mes études? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même stupéfait, on est dans l'admiration quand on voit que vous êtes docteur en droit. Pour quelqu'un qui a arrêté les études à l'âge de 9 ans et jusqu'à 17 ans, qu'est-ce qui vous a permis de maintenir le cap et surtout l'espoir d'un lendemain meilleur? J'ai eu la chance, Chris. C'est-à-dire que j'avais mon frère aîné qui allait à l'école chez les catholiques, Saint-Paul, à Mbanga. Il s'était toujours dit... Nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun. Il s'était toujours dit, parce que quand mon père m'a refusé d'aller à l'école, il s'est opposé, tout petit il était, il a à peu près 5 ans de plus que moi. D'accord. Il a dit à papa, tu ne peux pas laisser Victorine à la maison parce que de toute façon, elle est intelligente par rapport à nous les hommes. Il ne faut pas la laisser soi-disant que tu vas la donner en mariage. Et mon père a répondu à ce jour-là, si tu hausses le ton, je te mets debout. Il faut savoir qu'au Cameroun, dans des familles comme la nôtre, le père c'est lui qui décide. Il y a une véritable autorité du père. Tout puissant, aussi bien sur la maman que sur les enfants. Tout à fait. Donc, quand il a répondu comme ça à mon frère, que si tu hausses le ton et que tu empêches ta soeur de se marier, tu te mets dehors et tu ne vas plus à l'école. Alors mon frère m'a appelé. Et puis ça, c'est une chance que j'ai eue. Il m'a dit, Victorine, on était à l'heure de partir à la plantation. Il m'a dit, souvent, ils sont partis à la plantation. Il m'a dit, Victorine, assois-toi là. Ne te laisse plus contre le papa. Laisse-le
fait ce qu'il a demandé. Moi, pendant que je vais à l'école, dès que je vois mon sapé, je vais quitter Mbanga. Nous étions au Cameroun, mais en Mbanga, dans les campagnes, pas en Dans le nord, dans l'est? Dans le Mungo, en Mbanga. Okay. Il disait à moi, il me disait, quand j'aurai mon diplôme, je vais arrêter d'aller à l'école et je vais aller à Douala, je vais chercher du travail, je vais te faire reprendre l'école. Et je lui ai dit, mais papa a dit que je dois me marier. Et s'il me trouve déjà le mari, il dit, accepte même le fiançailles, accepte tout. Dès que je vais le saper, tout ça, ça va s'arrêter. Ça, c'est l'espoir. C'est l'espoir que vous donne votre frère. Oui. Il vous dit qu'il se battra dès qu'il aura son CAP pour que vous puissiez reprendre vos études et tout ça. Et que même si ce monsieur te donne, je rembourserai la dot. Tôt ou tard. Ne tiens plus tête, parce que je tenais beaucoup tête à mon père. Tout le temps, je disais à mon père, t'es pas bien, je lui disais, t'es pas un papa, je ne sais pas ce que Dieu m'a donné dans la vie, pourquoi tu m'as donné. Il me dit, je me souviens un jour où j'ai dit à mon père, tu m'avais choisi de naître, c'est Dieu qui m'a donné cette terre. Il me dit, je suis ton père, je suis au-dessus de Dieu. C'est la réponse de votre père. Voilà. Oui. D'accord. Et donc, toutes ces frustrations emmagasinées en vous ont créé beaucoup de situations frustrantes, mais avec les propos remplis d'espoir de votre frère, vous avez tenu et vous avez pris courage. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Alors, comme avait dit mon père, ils se sont pris, sa grande sœur, c'est-à-dire ma tante paternelle, a porté un jeune homme à la maison un jour pour dire, voilà, pour me demander la main. Oui. Mais dommage que ces jeunes n'avaient pas l'argent. Mon père voulait un monsieur qui devait lui donner vraiment de l'argent. Donc, il a voulu que j'épouse un monsieur qui est polygame. Je devais être la troisième femme. La troisième femme. Troisième femme. Et vous n'aviez pas votre mot à dire. Il fallait exécuter. Que je me trouvais. Je ne pouvais pas un mot à dire. À tout moment, on t'attrape, on t'oblige et tu es là, tu ne sors plus. Et je te fais comprendre qu'au moment, à partir de 16 ans, je n'allais même plus à l'église. Que j'allais quand j'étais très jeune. Parce que de peur que je peux fuir. Donc c'est la période où papa avait dit, maintenant on peut trouver un homme. Le véritable homme m'est arrivé, celui que je devais être polygame, que je devais être la troisième femme. Mon père n'a pas voulu parce qu'il n'avait pas aussi beaucoup d'argent. D'accord. Donc c'était plutôt le gain, l'argent qui était la préoccupation première du père. Et ma tante paternelle alors a amené un monsieur qui travaillait dans une société française où le monsieur était gardien à Douala et qui pouvait payer la dot qu'il avait imposée. D'accord. Alors papa a dit, papa arrange ce mariage-là. Il a tout arrangé, sauf que le jour qu'il fallait doter, parce que chez nous, pour doter une femme, il faut boire le vin, des cérémonies et tout. La cola, je n'ai pas pris la cola pour donner au monsieur. Papa s'est levé, il a pris la donné au monsieur. C'est vrai, c'est rigolo, mais c'est une réalité. Au niveau du vin blanc qu'il faut boire pour redonner la suite au monsieur, j'ai fini de boire mon gobelet. Et j'ai déposé mon gobelet sur la table. Et mon papa a pris le gobelet, a remis au monsieur. Le monsieur a avalé le... C'est vrai, il a avalé les miettes pour dire que bon, là, on a fait la cérémonie. Et j'étais déjà fiancé. C'était scellé là. Sauf que le jour de me marier, etc., j'ai dû fuir. Je devais me marier comme samedi prochain. Oui. Ce lundi, mon frère a envoyé quelqu'un, frère Jean, pour pouvoir me faire sortir de notre maison. Et ce monsieur arrivé à la maison. On parle de frères Jean comme ça. À Liberman de Douala, où mon frère faisait son sapé, et il était embauché là-bas comme économe. D'accord. Donc, il a tout organisé. On a envoyé ce monsieur. Quand le monsieur est arrivé à la maison, mon papa était là. Il a fait demi-tour. Mon frère a trouvé une stratégie. La stratégie était que je devais alors quitter Mbanga, arriver à Mujuka. Mujuka, c'est une ville après Mbanga. J'ai traversé cette ville par la brousse, par la forêt. De peur que si on me voit dehors, on m'attrape. J'ai fiancé à quelqu'un, je ne pouvais pas appuyer. Donc, j'ai dû cette nuit-là sortir de la maison de ma mère, elle a porté mes affaires sur son dos. Votre mère vous a accompagné? Ah oui, parce que il faut savoir que cette interdiction de ne pas aller à l'école, c'était avec la complicité de ma mère. Parce qu'elle n'avait pas de choix. Parce que si ma mère ne suivait pas ce que disait mon père, pas avec sa complicité, peut-être sa complicité entre guillemets. En guillemets, parce qu'elle n'était pas forcément pour. Voilà. Mais elle était obligée de suivre parce que c'était son mari qui le voulait en fait. Oui. Mais quand mon frère a eu son sapé, il a dit à ma mère, tu vas accompagner Victorine à tel endroit, à telle heure,
et nous allons la récupérer avec la voiture pour aller à Douala. À Douala. Sinon, même moi, je ne serais plus ta maman. Cette nuit-là, alors ma mère a pris, on s'est levé très tôt, comme si on allait cultiver le champ. Oui. Elle a pris la roue, elle a mis dans l'assiette, et elle a pris une petite affaire, elle a mis sur le dos. Moi, j'étais derrière, je marchais tranquillement. On a traversé toute cette forêt-là. Tout était bien ficelé avec la mère, le frère Voilà. et tout le Et monde. Oui. pendant qu'on traversait la forêt, je disais à ma mère, maman, si aujourd'hui je vais à Douala, jusqu'à commencer l'école, je défendrai les filles qui n'ont pas eu la chance comme moi. Ça. D'où vous est venue l'idée de Voilà. défendre vraiment la dignité humaine, la dignité des jeunes filles, des femmes, pour qu'elles puissent aussi avoir un accès équitable à l'éducation, n'est-ce pas? Alors, la traversée donc, de cette forêt pour atteindre Douala, je pense, capitale économique, avant de prendre la voiture. Elle va durer combien de temps? On a traversé, disons, on est quitté à peu près, je ne peux pas situer vraiment, mais on est quitté la nuit, on est arrivé dans la journée, dans la matinée. Dans la matinée. Il faisait déjà jour dans la matinée. Et quand je suis sortie de la forêt, ma mère et mon frère s'est trouvés de l'autre côté de la rue. Il a fait signe et il y avait une voiture des frères qui étaient là, de Liberman, parce que quand je suis chez nous, je ne suis pas allée dans le quartier. Je suis allée à l'interne à Liberman. Vous imaginez, Chris, une fille qui sort d'une maison préparée, il n'y avait pas de la lampe, il n'y avait rien du tout. Elle se retrouve au milieu des Français. À Liberman, c'est un collège, je n'ai pas de Français. Et l'internat connaissait Célestin. Mon grand-père s'appelle Célestin. Donc, mon Célestin avait tout expliqué au doyen de cet établissement. Il a accepté que je reste à l'internat. Je ne prenais pas le cours à Liberman. Je prenais le cours à Maya Bouletti, première année de couture. D'accord. Après, j'ai changé la branche d'études. D'accord. En tout cas, vraiment un parcours des plus atypiques, hein, avec bien entendu tout ce que vous avez pu traverser. Mais la seule chose qu'on retient de vous, c'est votre courage, votre abnégation à ne rien lâcher. Je rappelle à toutes fins utiles, à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs d'Europe Afrique TV, que nous sommes en compagnie donc de Dr Siakam Victorine, qui, comme je le disais, est aussi présidente de l'association pour la dignité. On le dit, on le rappelle encore, elle est arrivée ici en France en 1984. Elle a fait de hautes études jusqu'à obtenir un doctorat de recherche sur les droits des femmes en Europe et en Afrique en 2015. C'est donc 31 années d'études en France que Madame Siakam Victorine a dû faire. Alors, parlez-nous à présent de votre arrivée en France. Comment ça se fait entre votre adolescence, vos études au Cameroun? Comment la jeune Siakam Victorine débarque en France en 1984? Oui, j'arrive en France tranquillement. Hein, j'arrive à l'aéroport de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Il y avait... vous venez pour faire quoi exactement? Mes études. Toujours mes études, toujours le droit. Il y avait... je reviens. Quand j'étais à Liberman, il y avait le frère Jean qui avait son frère à Lille, Fouchard. D'accord. Il m'avait accueilli à l'aéroport, des amis qui sont venus m'accueillir. Et j'avais aussi ma cousine Hélène à Paris qui est aussi là. Donc j'ai passé une nuit chez ma cousine Hélène à Paris et je suis arrivée dans le Nord parce que M. Fouchard était dans le Nord. D'accord. J'arrivais alors dans le Nord, j'avais déjà ma chambre à Lille, vers Vauban. D'accord. À l'époque, c'était le lycée de la Salle, à l'époque. De la Salle. Donc, j'avais ma chambre me se donnait directement à l'entrée du portail. Donc, quand on fait de la sonnerie, je pouvais courir pour aller en cours. Je vous dis, c'était vraiment très, très difficile. Très difficile. Parce que, vous pouvez imaginer, je sors d'un pays où il fait chaud. En 84, il a fait froid en France. C'est une année où il a fait froid. Donc, j'avais vu la neige. J'avais vu ce froid. Mais je me demandais toujours comment je vais arriver. C'est très très difficile. Le manteau, je ne sais pas comment mettre le manteau. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre le manteau. N'en parlons plus de nourriture, les pâtes. Alors que je suis dans un pays où je mange les ignames, les tarots, le riz et tout ça. Le riz et tout. Et je me retrouve dans ce pays comme ça. Ça n'a pas été facile l'intégration. Non. Seul. Mais il y avait une chose à l'esprit. Rien ne pouvait m'empêcher de réussir. Rien du tout.
La volonté ferme de réussir, de réussir, de réussir. Et j'avais l'esprit, l'envie de... À l'époque, j'avais toujours l'esprit dans ma tête contre mon père. La haine, la vengeance contre mon père. Oui, tu ne m'as pas envoyé à l'école. Oui, je suis une fille. Oui, je dois me donner un mariage. Mais je dois te montrer que je peux réfléchir et t'apporter plus que ces dons que tu avais ramassés, qui coûtaient à l'époque, en euros, ça coûtait 34 euros. Oui. Je pouvais te donner de l'argent plus que ce monsieur. C'était ça. La rage que j'avais, la rage, oui. De dire à papa, il faudrait que tu pries Dieu tous les jours, papa, il ne faut pas que tu meurs. Vous voulez réussir pour qu'il puisse voir que le fait de vous avoir méprisé d'une façon ou d'une autre vous a plutôt stimulé à vouloir donc réussir coûte que coûte dans votre vie. C'était ça mon rêve. Oui. Alors quand vous arrivez donc en France pour la poursuite de vos études, est-ce que quelque part vous n'êtes pas complexé du retard que vous avez pu avoir du fait que entre vos 9 ans et 17 ans, vous n'êtes pas allé à l'école? Est-ce que ce retard-là n'a pas été problématique pour vous dans la suite des choses? Non, Chris. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Et puis je veux aujourd'hui que certaines personnes, ou bien certaines femmes, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Si vous avez la volonté, vous avez votre rêve à réaliser. J'ai toujours été la doyenne de la classe. Hein. Oui. Même les professeurs étaient, par rapport à l'âge, étaient très inférieurs à moi. Et ça vous a jamais non, pas du tout. Impacté négativement? C'était de respecter les normes, de suivre les cours et de respecter la loi et de dire que je dois réussir, je suis la doyenne de la classe, je dois avancer. Ça, c'est ça qui m'a fait ma force. Ça vous a de tout temps donc motivé, vouloir réussir, et rien ne pouvait briser l'élan qui vous poussait à aller de l'avant. Donc voilà, vous êtes en France, vous faites vos études secondaires, puis vous poursuivez vos études à l'université de droit de Lille 2 jusqu'à obtenir donc votre master 2 de recherche en droit social. Et vous avez produit donc un mémoire à cette occasion, donc sur le thème de l'égalité de rémunération professionnelle entre les hommes et les femmes en 2010. Le choix du thème de donc ce mémoire, pourquoi? C'est parce que j'ai beaucoup suivi l'actualité. Oui. Et le fait que, j'ai vécu dans mon enfance, le fait que j'entendais toujours que les femmes sont moins rémunérées par rapport aux hommes. 30% moins. Voilà. Oui. À valeur égale, fonction égale. Je m'étais dit, mais pourquoi? Pourquoi dans un pays, en plus je suis dans un pays développé, dans un pays de droit, dans un pays où la Constitution définit déjà, donne déjà les principes de base, l'égalité. Entre hommes et femmes. L'égalité. La fraternité. Comment ça se fait que dans ce pays-ci, les femmes n'ont pas le droit d'avoir le même salaire que les hommes, alors qu'elles vont à l'école. Elles font les mêmes études. Ils font les mêmes études. Et même le diplôme, aujourd'hui, on vous voyait bien, mon cher, puisque elles ont plus de mentions au bac. Pourquoi est-ce que dans ce pays, le droit de l'homme, une femme ne peut pas avoir l'égalité? Alors j'allais faire des recherches. J'allais faire des recherches pour ne pas vous dire n'importe quoi. J'allais faire des recherches pour savoir le pourquoi. Et vous allez voir que j'ai fait une comparaison. J'ai fait une étude entre le Cameroun et la France. Ce n'était pas pour rien. C'était juste pour voir si une femme, une Africaine, née en Afrique, et une Française, née en France, qui avait une différence, l'application de la loi. Je me suis rendu compte qu'en réalité, quand on est né femme, qu'on soit blanc, rouge, vert, le phénomène est universel. Voilà. Et il fallait que je fasse des recherches pour confirmer ce que je suis en train de confirmer là. Qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Qu'est-ce que vous en tirez de ces recherches? Je viens de vous le dire. Je viens de vous dire qu'aujourd'hui... Maintenant, qu'est-ce que vous faites derrière, après le constat? Il faut proposer, des propositions. Il faut proposer, sensibiliser des filles, essayer de faire si on peut changer la loi, essayer de faire des conférences, essayer quand même de faire des colloques, faire des interventions pour pouvoir améliorer la situation. Parce qu'en fait, la situation, ce n'est pas la loi. C'est la tête, ça se passe dans la tête. C'est la mentalité qu'il faut changer. C'est une mentalité selon laquelle la femme est toujours inférieure. La femme ne peut pas travailler au même titre que l'homme. La femme n'a pas la capacité de travailler. Franchement, Chris, c'est ancré dans l'esprit que, quelle que soit la loi aujourd'hui, c'est pas évident. C'est pas évident.
Alors, on rappelle que votre thèse est divisée en deux parties. Hein. La première partie qui parle de l'incapacité juridique quant à l'accès des femmes au travail. La deuxième qui parle de l'inégalité juridique au travail en raison des sexes. L'égalité juridique au travail en raison des sexes. Et vous formulez également des propositions pour promouvoir l'égalité par l'éducation, car selon vous, l'éducation est la colonne vertébrale d'une société démocratique. Pourquoi cela? Pourquoi, selon vous, l'éducation est la colonne vertébrale d'une société démocratique? Je veux d'abord prendre la carte de la France. Oui. Vous savez, si vous regardez, je renvoie les gens pour... C'est pour ça que ces livres, beaucoup de gens l'achètent, et puis les universitaires dans le monde entier essayent d'utiliser mon ouvrage. Je rappelle l'ouvrage, ici, Le droit des femmes au travail. Voilà, donc la thèse qui a été produite. Vous savez, Chris, il faut rappeler qu'en France, ça m'a fait peur. Vous, Siakam Vittori, vous avez eu peur? Non, juridiquement parlant. D'accord, ok. Ça m'a fait peur de vous constater en France que les femmes, ou une femme au linge rouge, a été guillotinée. Tout à fait. Et elle n'est pas entrée dans le livre d'histoire, mon cher Chris. Elle devait être dans le livre d'histoire. Elle a été guillotinée en France, à Paris, à l'époque où la femme n'avait pas un mot à dire. La France. Guillotinée, on le rappelle publiquement à Paris, parce qu'elle réclamait l'égalité de droit entre les hommes et les femmes. Parfait. Oui. Autre élément que je vais révéler, c'est de voir que dans la législation française, le code de Napoléon, 1804, où la femme ne pouvait pas travailler sans l'autorisation de son mari. Tout à fait. La puissance maritale. Moi, quand je suis africaine, quand je sors d'une famille comme la mienne, comme j'ai dit, où l'autorité parentale était sacrée, et que je me dis, quand on voit des Français, des Blancs, les gens de la peau blanche, on se dit, ce sont des gens évolués. Quand vous faites une recherche fondamentale et que vous trouvez ça, vous vous dites qu'il n'y a pas de différence. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème, il n'y a pas de différence. Ouais. Tout simplement, la question qu'on doit se poser, est-ce que naître fille, c'est naître sans droit? Est-ce que aussi c'est pas le fait que l'autorité parentale africaine des pays africains francophones tels le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo, j'en passe, soit calquée sur celui de la France? Très bien, c'est vraiment pas ça aussi. C'est vrai qu'on a été colonisé par tous ces gens-là, mais il faut savoir que dans la culture africaine, même la femme n'est moins que rien, même avant la colonisation. D'accord. Parce que la polygamie, mon cher Chris, c'est pas valoriser la femme. Bon, je reviens sur la position de Olympe. Quand vous voyez qu'une femme en France a été guillotinée par le simple fait qu'elle demande l'égalité, tout à fait, vous comprenez de quoi il s'agit. N'être femme, ce n'est que sans droit. À l'époque, c'est vrai aujourd'hui qu'avec des lois, les choses ont changé. Il y a une évolution. Il faut quand même dire que les choses ont changé. Les choses ont changé. Parce que là, on était dans le XVIIe siècle. Et là, aujourd'hui, on est quand même dans le XXIe. Mais ça a changé entre guillemets. Mais je vais arriver avec Éric Zemmour. Oui. On dit que les choses ont changé, mais en réalité, on est encore en train de vivre. On risque de tomber dans la même situation si M. Éric Zemmour devient président de la République. J'y arrive. Quand vous prenez le code de Napoléon de 1804, oui. La femme ne pouvait rien faire, etc. Le gouvernement de Vichy, qui a renvoyé les femmes à la maison, c'est-à-dire pendant la guerre, que les maris qui partaient en guerre, les femmes ont pris le pouvoir, ils ont pris les travaux que les hommes exerçaient, mais quand ils sont revenus, le gouvernement de Vichy les a renvoyés à la maison. D'où, il faut savoir l'origine du fait des mères. C'est le fait des mères. C'est-à-dire pour lui, la plus belle femme du monde, c'est celle qui fait des enfants. Il faut gratifier les mamans qui font des bébés. Je renvoie les gens dans mes esprits, parce que c'est ce que je suis en train de démontrer. Oui. Et c'est pour ça que je conclue en disant, avec mes recherches, je me suis dit, ça répond à ma question. Que tout petit, est-ce que n'être fille était n'être sans droit? C'est pas seulement en Afrique. On voit que vous êtes une femme décomplexée, sans complexe vis-à-vis de l'homme et tout ça. Oui, c'est ça. Ouais. Quand je prends l'exemple de mon père, je t'assure que quand j'allais à l'école, aucune personne ne pouvait m'empêcher de réussir.
Aucune. J'ai fait 4 fois la maternité. Volonté farouche, ouais. J'ai fait 4 fois la maternité. J'ai suivi ma thèse. Mon fils, mon dernier, tu avais 14 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. J'ai concilié, je suis allée à l'école. Je suis toujours à la recherche de savoir le pourquoi. Le pourquoi une femme ne doit pas. Mais nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Il est encore maintenant aux femmes, aux filles, d'aller arracher le pouvoir. Leur droit. Okay. Parce que les choses ont changé. Nous ne sommes plus au moment où on guillotinait une femme. Mais je demande tout simplement aujourd'hui que pour rendre honneur au lemme de Gouges, il faut qu'elle a sa place dans les manuels scolaires. Oui, il faut qu'on puisse... Elle a sa place dans les manuels scolaires. Il faut que les filles apprennent qu'il y a eu quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous. Elle a sa place. Ça doit s'apprendre. On doit parler d'elle, en tout cas. Oui. C'est l'éducation qui est le socle, la colonne vertébrale de la toute société démocratique. En tout cas, je rappelle à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous prennent en marche, qui regardent également cette vidéo sur notre site internet www.europeafriqueradio.com, également sur Europe Afrique TV, que nous sommes en compagnie de Victorine Siakam, qui, je rappelle, est docteur en droit et présidente de l'association pour la dignité. Vous voyez donc ce livre, cette thèse qu'elle a eu donc à produire, le droit des femmes au travail, donc une thèse de 661 pages, une thèse de 661 pages que nous vous recommandons également donc de vous procurer. Je rappelle que cette thèse, ce livre est disponible également à la FNAC, au Fureux du Nord, au Fureux du Nord et chez Baudelaire également, aux éditions Baudelaire. On reviendra donc d'ici la fin de cet entretien sur ce très bel ouvrage que je vous recommande d'avoir absolument chez vous, parce que ce livre nous parle de bon nombre de choses et surtout du droit des femmes au travail. Nous poursuivons donc notre entretien avec Siakam Victorine. Siakam Victorine, sur le plan associatif, on le disait il y a quelques secondes de cela, vous êtes aussi la présidente de l'association pour la dignité. Pourquoi le thème dignité et pourquoi surtout avoir mis en place cette association? Très bien. Ce qui m'a beaucoup tiré mon attention, c'est de dire que c'est vrai, c'est bien beau d'aller à l'école et de sortir des ouvrages et de publier. Mais le problème s'est fait sur le terrain. Ouais. Tout le monde ne peut pas lire. Et je me suis rendu compte qu'en France, c'est vrai qu'il y a des gens qui parlent français, mais certains n'arrivent même pas à lire, à comprendre même les lois qui ont été changées, etc. Ouais. Et il a fallu que je crée cette association pour promouvoir l'éducation, aussi bien en France qu'ailleurs. Donc le but et l'objectif de l'association? Ouais, la dignité, c'est de promouvoir la dignité par l'éducation. Par l'éducation. Et comme je dis, tout passe par l'éducation. L'éducation est le socle. C'est ça qui passe par la tête, inculquer à l'enfant, aux jeunes et même à d'autres personnes qu'il faut changer de mentalité. D'accord. Donc ça se fait par la sensibilisation auprès des jeunes filles, des dans parents. Dans les écoles. Voilà, sensibiliser la société par des ateliers, colloques, oui. Conférences. Vous en faites beaucoup? Ah oui, j'en fais beaucoup. J'en ai fait dernièrement le samedi 4 juin dernier à Roubaix, c'est ça? Et ça portait sur quelle thématique? Sur le thème du racisme, xénophobie, etc. D'accord. D'accord. Et quel a été votre apport à ce colloque-là? Atelier? Oui, j'ai essayé de démontrer que le racisme ne peut pas, malgré la loi, ne peut pas s'estomper ainsi. Ouais. Il faut travailler individuellement et se défendre. Être fier de sa couleur. Le racisme, c'est une perception de domination d'une couleur à une autre, notamment oui. L'homme blanc par rapport à l'homme noir. Mais le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que est-ce que parce qu'on a la peau noire, ou bien parce qu'on a la peau blanche, on est supérieur l'un à l'autre, ou bien qu'on est inférieur? C'est pas dans la tête. Est-ce qu'il y a aussi un racisme anti-blanc? Parce que certains disent que parfois aussi les Noirs ou d'autres communautés sont racistes à l'égard des Blancs. Je n'en fais pas dans ce domaine-là, c'est pas mon champ. C'est pas votre champ. C'est pas mon champ. Non, je me posais la question de savoir s'il y en avait ou pas. Je n'entre pas dans ce domaine-là, mais je dis tout simplement que l'esclavage était aboli depuis 1848 et que les gens devaient savoir et puis demander qu'on les respecte. Et surtout, ne pas se victimiser. Ne pas se victimiser. Ce n'est pas parce que tu es noir que d'office tu es victimisé. D'accord.
Ne pas avoir le complexe d'infériorité, ne pas se victimiser. Il faut savoir tes droits et tes devoirs. Ouais. Nous sommes dans la République, il faut savoir respecter, faire respecter ton droit et devoirs. Et savoir que tu dois aussi appliquer le droit. Ton droit. Parce que tu as des devoirs. Tu as les devoirs. Ouais. Il ne faut pas croire que tu as que des devoirs. Tu as aussi des devoirs. Ouais. On voit que votre association est très impliquée, hein, donc, notamment ici en France et donc au Cameroun, aussi dans la construction de bibliothèques voilà, pour permettre aux jeunes gens d'avoir accès donc, à la lecture, aux livres et tout ça. J'ai été très surprise quand je faisais mes recherches au Cameroun parce que c'est une telle co-direction, co-directeur. Hein. Donc j'ai fait aussi une recherche au Cameroun. Je m'étais rendu compte que les chercheurs au Cameroun n'ont pas d'ouvrage. Ils n'en ont pas. Ils viennent toujours parfois en France où ils copient, je ne sais pas, où ils écoutent les journaux, ils écoutent les radios, ils écrivent n'importe quoi. Donc je me suis dit, si je suis docteur aujourd'hui, si j'ai la possibilité d'écrire cette association, c'est pour pouvoir construire aussi cette école, cette bibliothèque, rénover des écoles, parce que les écoles chez nous, vous le savez, c'est pas évident, notamment au village, où les filles ne vont pas à l'école, c'est dans certains villages. Je ne veux pas dire qu'à la fille, tu ne vont pas à l'école. Pas dans tous les villages, dans toutes les villes, mais dans certaines. Oui, il y a des familles où les filles vont, mais il y a toujours cette famille-là, très pauvre, où la fille ne va pas à l'école. C'est d'ailleurs pour ça que je vais toujours dans les villages pour pouvoir rénover des écoles, construire une bibliothèque qui va être une bibliothèque internationale, comme pour des chercheurs, que les universitaires y vont faire des recherches, et puis voilà. D'accord, en tout cas. Et au rez-de-chaussée, je ne coupe pas votre parole, Chris, le rez-de-chaussée de ces bibliothèques, c'est là une sorte de crèche, pas vraiment une crèche comme ici, mais une sorte de crèche où on va souvent laisser des enfants dedans, qu'elles apprennent déjà à s'habituer à fouetter les livres, à lire, parce que vous savez, c'est à force de regarder un livre, vous pouvez peut-être avoir envie, au lieu de laisser les enfants dans le quartier, aller dans les plantations, et que quand il pleut, l'eau les emporte avec le courant d'air, le courant d'eau dans les fossés, et qu'on n'en parle plus. D'accord. Alors, on va s'attarder un temps soit peu au plan politique, hein, parce que je rappelle aussi que vous êtes militante, confirmée, et que vous avez été même conseillère dans le quartier de l'île Moula, voilà. Et donc, vous avez produit un livre qui s'intitule Debout les filles, debout les femmes, oser prendre de la place. Qu'est-ce qui vous donne toujours cette volonté de vous attaquer plus ou moins au tard de la société? Qu'est-ce qui se passe en vous? Je vais vous dire une chose. Ce livre intitulé Debout les femmes, prenez de la place, c'est en réplique des paroles d'Éric Zemmour. Éric Zemmour. Éric Zemmour, non seulement... Vous avez un problème avec Éric Zemmour? Non, je n'ai pas un problème avec Éric Zemmour. J'ai un problème de comment dirais-je, de vision, de conception de la France. Conception de la France. Du monde. Parce que moi qui est chercheuse dans les laboratoires, quand je regarde, quand j'écoute Éric Zemmour parler, quand il dit par exemple, les femmes ne peuvent pas incarner le pouvoir. Vous imaginez ça? Et des phrases comme ça vous choque? Ne peuvent pas incarner le pouvoir. Ça, c'est le premier point. Pourquoi il le dit? Il explique dans son livre Le deuxième sexe que parce que l'homme est viril. Je me suis dit non. Aujourd'hui, les femmes sont capables. Et dans mon livre, dans ce livre Debout les femmes, j'ai listé toutes les femmes, toutes les reines du monde qui ont vraiment exercé le pouvoir. Qui ont impacté le pouvoir. Et je ne veux pas en citer, je les renvoie dans mon livre. Et même en France, je reviens sur Olympique de Gouges. Et aussi, il faut aussi parler de Joséphine Baker. Tout à fait. Qui l'autre jour, Macron, elle est entrée en Panthéon grâce à Macron. Mais il faut pas laisser Éric Zemmour piétiner les femmes comme ça au XXIe siècle. Non, je dis non. C'est des femmes qui méritent qu'on parle d'elles, qu'on présente tout ce qu'elles ont pu faire également. Et je demande aux filles aujourd'hui, comme aux filles, aux femmes, de prendre le pouvoir, d'avancer, de se définir. Tout à fait, tout à fait.
Et donc, ce livre, vous l'avez écrit, je le rappelle, donc pour contrer hein, l'avancée des propos de M. Éric. Et aussi, deuxième point que j'ai aussi expliqué dans le livre, c'est qu'il y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi les femmes ne sont pas au pouvoir, surtout pour des postes comme le poste de Premier ministre. Mais là, on voit que Elisabeth Borne, ancienne ministre du Transport, a été donc désignée comme Premier ministre donc, par le président Macron. C'est une bonne nouvelle, déjà? Déjà, avant d'y arriver, c'est une bonne nouvelle. Il faut d'abord savoir, il ne faut pas cacher... je vais vous dire une chose. La 5e République est créée depuis 1958. Tout à fait. 58. Ça fait presque 64 ans. Sur 64 ans de résistance, deux femmes. Deux femmes. Deux femmes Premier ministre. Deux femmes Premier ministre. Ouais. Éric Cresson, elle a exercé sa fonction 10 mois, 8 jours. Tout à fait. Nous sommes d'accord. 10 mois, 8 jours. Pourquoi? Parce que les gens comme Éric Zemmour étaient autour d'elle, les virils, et qui l'ont empêché d'exercer ce pouvoir. Ouais. Est-ce qu'elle ne manquait pas aussi peut-être d'autorité hein? Elle ne manquait pas. Pourquoi tu dis la femme qui manque d'autorité? Non. Il y a des hommes qui ne savent même pas ni lire leur nom, ni écrire leur nom, etc., qui ont de l'autorité. Ce sont des préjugés. Je suis très content que M. Macron... Le président Macron a désigné donc voilà. Borne. A eu aussi un bon état d'esprit de nommer Mme Borne et que j'espère qu'elle va rester pendant 5 ans. Au-delà même des élections législatives. Qu'elle va rester pendant 5 ans. D'accord. Et vous savez pourquoi est-ce que le président ne nomme pas les femmes? Le fondement de l'article constitutionnel que je demande même dans mon livre que ça doit être abrogé, c'est un article constitutionnel. Oui. C'est l'article 8 de la Constitution, mon cher Christ. Oui. Que nous dit cet article? En un mot, cet article dit que le président nomme son Premier ministre et désavoue, c'est sa liberté. Il le nomme et le déchu de ses fonctions. Oui. Il a toute une liberté. Tout à fait, c'est la 5e République. Voilà, c'est sa liberté. Oui. Personne ne l'oblige. Oui. Et vous savez que dans la République française, l'homme, c'est toujours l'homme qui peut être président, puisque c'est les machistes. C'est toujours l'homme qui peut être président. C'est pas l'homme, puisqu'on a des candidats des femmes. Je demande tout simplement, oui. d'abord cet article, si cet article est abrogé, il faut bien qu'on remplace cet article par un article qui obligerait le président de la République à nommer une femme à son choix. Ah, obliger une femme, le président de la République à nommer une femme Premier ministre. Premier ministre. Mais non, est-ce que là, il n'y a pas d'égalité des chances? Non, nous n'allons pas discuter là. Non, nous ne sommes pas. Non, tout simplement. Si le Conseil constitutionnel, ça c'est la compétence du Conseil constitutionnel. Si on aboutit cet article, le président sera, on l'oblige, parce que là, c'est une liberté. Parce que rien n'a obligé M. Macron de nommer Mme Borne. Oui. Mais il a eu l'esprit. Moi, je ne rigole pas. Mais si le président est une femme, si c'est une présidente. Dans ce cas, il nomme alors un Premier ministre, un homme. Mais le problème qui se passe, c'est que pour qu'une femme soit présidente dans ce pays, mon cher Chris, il faut des siècles. La mentalité, il ne faut pas voir. Il ne faut pas voir parce qu'on est un pays de droit, c'est là qu'on doit. Les hommes ne peuvent pas. Pourquoi Ségolène Royal a été même Premier ministre? Les hommes ne sont pas capables de laisser leur place. Ça, c'est votre sentiment? C'est mon sentiment. Et ça n'engage que moi. Ils ne sont pas prêts à laisser la place à la femme. Pourtant, ça se fait en Allemagne avec parce qu'ils sont démocratiques. Dans mon livre, j'explique qu'ils sont démocratiques, ce sont des pays ouverts, ce sont des pays vraiment... Vous savez, la France, la France pose des principes juridiques, mais l'application de la loi en est autre chose. D'accord. Ok. Et donc, vous êtes pour l'abrogation de l'article 8 de la Constitution française. Vous demandez à ce que le président élu puisse être obligé de nommer une femme. 64 ans, vous imaginez? De 58 à 64 ans, 2 premiers ministres. Mais j'espérais, j'ai pris tout simplement que Mme Borne, qu'elle reste les 5 ans. Que ça ne soit pas le cas de Mme Éric Cresson à cause de ces hommes virils, comme dit Éric Zemmour.
Bien, merci à vous, chers auditeurs, vous qui nous suivez sur les antennes de Europe Afrique Radio.com, la radio dite de la coopération, la radio de la diaspora d'Europe. Je rappelle que vous pouvez donc retrouver nos programmes sur notre site www.europeafriqueradio.com, également sur notre chaîne YouTube Europe Afrique TV, votre radio qui est aussi disponible sur l'application Google Play. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité du jour qui n'est autre que Dr Siakam Victorine, docteur en droit, qui, je le rappelle également, est président de l'association Dignité. Siakam Victorine, aussi président de l'association Dignité. Voilà, donc nous conversons avec cette femme rompue, cette femme aux multiples talents, cette femme qui force admiration et respect. Je rappelle qu'elle a quitté son Cameroun natal autour des années de l'année 1984. Elle est arrivée ici en France avec une bourse d'études. Elle a poursuivi ses études secondaires en France, puis donc a intégré l'université de droit de Lille 2 où elle a obtenu son master 2 de recherche en droit social, dont elle a produit également un mémoire qui porte sur le thème de l'égalité de rémunération professionnelle entre les hommes et les femmes en 2010. On rappelle que cette thèse de droit donc, est disponible également donc, à la FNAC, au Furet du Nord et également donc, aux éditions Baudelaire. C'est donc une thèse de 661 pages. Au Cameroun, on peut trouver aussi à l'université de droit à Yaoundé. D'accord, on retrouve ça aussi au Cameroun, à l'université de Douala, comme nous le disait notre invité. Parlez-nous à présent de ce livre qui parle de féminicide et l'établissement de la peine de mort, brièvement. Oui, je n'arrive pas d'écrire. Ouais. Vous êtes beaucoup inspiré, ça se sent, ça se voit. Toujours pour défendre les droits des femmes. Oui, j'ai étudié ce livre, Féminicide, 2 points, l'établissement de la peine de mort. Je rappelle que la peine de mort a été abrogée en France en 1981. La loi Badinter, sous Mitterrand François. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'entendait pas parler de féminicide. Ouais. Aujourd'hui, le féminicide est devenu une monnaie courante. Très récurrent. Courante pour les hommes. Tous les 3 jours, une femme tombe sur le coup de son mari, de son conjoint, de son ex-conjoint. Pourquoi? Pourquoi? 2 raisons pour moi. La première, c'est l'éducation. Vous savez, quand je fais souvent mes conférences, je dis toujours, et j'ai même élevé mes enfants avec ce même esprit, c'est que le premier mari d'une fille, ou de ma fille, de mes filles, c'est le diplôme. Le travail, le diplôme. Le diplôme. Ouais. Le premier mari, c'est le diplôme. Après, c'est le travail. Et le troisième, vous pouvez alors avoir un mari. Vous devez être indépendant, une indépendance financière. Vous ne devez pas dépendre d'un homme. Nous sommes là à l'époque où la femme se mariait pour faire des enfants et que toutes les charges familiales incombaient à l'homme. La femme doit mettre à l'esprit que ce que l'homme fait, elle en est capable. Ouais. Le cerveau de la femme et l'homme, c'est la même chose. Elle doit aller à l'école, elle doit travailler, elle doit subvenir à ses besoins avant de se marier. Se prendre en charge, elle. Se prendre en charge. Ouais. L'ancien phénomène qui consistait toujours à dire que la femme est ma proie, c'est ma chose, je fais d'elle ce qu'elle veut, c'est ça qui reste dans l'esprit. C'est terminé. Ouais. C'est terminé. Et ça reste toujours dans l'esprit des hommes. Ouais. Le deuxième point, c'est le fait que ce phénomène n'est pas puni, il reste impuni. L'homme sait que il y a l'approbation de la loi de la peine de mort en France. Il peut tuer, il peut faire ce qu'il veut, mais puis il va aller en prison. Vous êtes pour la réinstauration de la peine de mort? Ben oui. Ah bon? Ben, très bien, oui. Pour une juriste, de toute façon, je suis entourée avec beaucoup de personnes, d'associations. Ouais. C'est pas pour rien que j'ai écrit ce livre-là. J'ai des associations, on n'a pas envie de descendre dans la rue pour pouvoir réclamer. Mais on finira pas, parce que les mots, on en a marre. Est-ce que vous pensez que c'est la solution pour l'arrêt du féminicide? Je vais y arriver. Quand vous prenez un monsieur, prenez l'affaire Naval.
qui a bouleversé Oui. la République. C'est une affaire terrible. Oui. Quand vous voyez ce monsieur en train de se, excusez-moi l'expression, en train de se foutre de la gueule du monde, aussi bien tes beaux-parents que tout le monde entier, mais il faut le faire. Oui. Dans sa tête, je tue, je vais en prison et je me comporte bien, et on le libère. Oui. Pire encore, chez mon chef, il est en prison, qu'est-ce qu'il fait? Il débat ses droits, il a un médecin, il suit ses coups, il mange ses bananes, ses oranges, au frais de qui? Du contribuable. Non, c'est au frais de qui? Et donc on doit le priver de tout ça. Je vais y arriver. Oui. Au frais de qui? Du contribuable. Du contribuable. Ouais. Du contribuable. Quand vous regardez à la télé, on vous dit qu'il n'y a pas de place, en prison. Ces éléments font quoi dedans? Les contribuables. Comment s'appelait sa femme là? Bref. Elle est déjà morte. Ouais, est-ce qu'elle a cet avantage-là? Est-ce qu'elle reçoit ses oranges? Est-ce qu'elle est soignée? Oui, mais c'est pour ça que les hommes aujourd'hui le font comme si bon le semble. Si on restaure la peine de mort, je dis par exception. Oui. Je dis par exception. Parce que quand vous regardez la peine de mort de loi parentale, c'est le principe. À cette époque, il n'y avait pas ce genre de choses. Oui. Mais on peut restaurer cette peine de mort par exception. Pas par principe, par exception. Par exception plutôt. Par exception. Oui. Il y a toujours des principes et l'exception. Aujourd'hui, il n'y en a pas. L'exception, c'est qu'aujourd'hui, tu tues ta femme ou tu tues qui que ce soit. Peine de mort. On te tue. Œil pour œil, dent pour dent. Et si on restaure, ça c'est mon point de vue. Oui. Et vous avez, selon vous, beaucoup d'associations qui... oui. Ouais. Je dis mon livre. Et je vous dis, si ce principe, c'est question de mental, c'est la mentalité. Si on restaure la peine de mort, par exception pour le féminicide, instauré dans le code pénal, d'accord? Rien que pour le féminicide, on réinstaure donc. Je dis par exception. Je dis par exception. Je dis pas qu'on soit peu. Non. Je dis il y a des principes qui est la loi bancaire. Il y a l'exception pour le féminicide. Moi, je n'admets pas que ces gens aient des places en prison. Ils n'ont pas de place. La prison est déjà pleine, mais quelqu'un qui se lève et qui va tuer sa femme et qui par ailleurs tue ses enfants, etc., n'a pas de place en prison. Et même si c'est un homicide. Il a sa place au cimetière. D'accord. Il a sa place au cimetière. D'accord. Non, soyons clairs dessus. Si on applique ces lois par exception, je te rassure que ça va diminuer. D'accord. Vous n'allez plus voir un homme qui, à un moment, prend sa voiture pour écraser son ex-épouse, ou bien qui tue et qui met dans des poubelles, ou bien, je ne comprends plus, on ne sait plus dans quelle société on vit. Tout à fait. On ne sait plus dans quelle société on vit. La femme n'a pas le droit de vivre. Quand ça ne va pas, mon cher Christ, séparez-vous. On n'est pas obligé d'en arriver à la violence. Mais oui, séparez-vous. La loi est là, le divorce n'est pas pour les animaux. Tout à fait. Il faut séparer vous, divorcer. C'est la possession. C'est l'esprit de possession qui a l'origine du féminicide. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien en compagnie de Victorine Siakam. Je le rappelle à toutes fins utiles parce que la répétition est pédagogique, qui est donc docteur en droit. Elle est aussi la présidente de l'association Dignité. Elle est venue nous parler dans le cadre de cette émission, l'invité de la semaine, de son parcours, de ses combats qu'elle mène pour la dignité humaine, la dignité des jeunes filles, tant en France, en Europe et aussi en Afrique. C'est une femme remplie donc intellectuellement, comme je le disais, que nous recevons aujourd'hui. C'est une femme qui a un parcours des plus élogieux, qui a arrêté donc les études aux alentours de 9 ans, qui les a repris plus tard, à 17 ans, et qui est aujourd'hui en possession donc d'un doctorat en droit. Voilà, donc elle a produit, je le rappelle, une thèse sur le droit des femmes au travail, étude comparée des droits camerounais et français. On vous recommande bien entendu d'avoir cet ouvrage de 61 pages que vous pouvez retrouver aux éditions Baudelaire, à la FNAC et donc également au Furet du Nord. Au Cameroun également, vous pouvez retrouver ce bel ouvrage. On rappelle aussi qu'elle s'apprête à
produit son autobiographie, oui, voilà, oui, donc oui. sur son parcours qui sera adapté au cinéma. Oui. Voilà, donc on attend cela avec impatience. On prendra du plaisir à découvrir donc cette autobiographie et à aller au cinéma regarder donc ce très beau film sur le parcours donc de Dame Siakam Victorine, docteur en droit, présidente de l'association pour la dignité. Alors, parlez-nous des personnes avec qui vous avez collaboré pour l'écriture de cette thèse, de vos différents ouvrages, de l'association. Ah oui, oui, Molo Diffusion. Oui. Et puis l'association Reine des Femmes aussi. Reine des Femmes avec Honorine Gabriel. Honorine, c'est une grande femme dans le Nord. Qui a fait énormément de choses et qui continue d'ailleurs. Qui m'a donné beaucoup des idées quand je travaillais avec elle. J'ai vu son travail, son parcours. Elle est toujours en train de travailler pour la société française. Et ce sont des gens qui m'inspirent dans mon travail. Voilà. Aujourd'hui, je suis aussi membre de l'association de la maison de l'association de Roubaix. Voilà, okay. Avec qui la MDA de Roubaix. Voilà, je travaille aussi avec, je fais des conférences, ben voilà. D'accord. En tout cas, vous faites énormément de choses pour faire avancer donc la cause de la dignité humaine, tant chez les hommes que chez les femmes. Voilà, donc vous continuez à apporter vos connaissances à tous pour l'amélioration surtout donc des conditions de travail des femmes aussi. N'hésitez pas à donc partager votre expérience, voilà, inculquer donc des valeurs, donner des conseils à toutes ces jeunes filles, à tous ces jeunes gens qui veulent aussi avancer dans leur vie. Siakam Victorine, on ne le dira jamais assez, c'est deux cultures. C'est la France, c'est le Cameroun. Ah ouais, je suis l'héritière de deux cultures, la France et le Cameroun et la France, qui m'ont donné la possibilité de disposer de jus de mes droits et mes devoirs. D'accord. Alors, on va parler donc d'activités en dehors des affaires, du quotidien, du travail. Qu'est-ce que les week-ends généralement Siakam Victorine fait pour se relaxer un tant soit peu après donc une semaine des plus chargées? Ah ben je me repose. Vous reposez. J'ai le droit de me reposer. Cinéma. J'ai le droit de me reposer. Oui. Mes enfants sont quasiment tous grands. Oui. Et puis, même s'ils sont grands, on continue toujours à aller diriger, aller faire peut-être attention. Conseiller et tout ça. Oui. J'ai vu ma vie de femme. Et puis, voilà, je suis fière de l'être. Et puis, j'encourage aussi les filles aussi à... Les projets à court, moyen terme? Les projets, c'est mon autobiographie. Oui. On y travaille en ce moment. Oui, que je travaille à ce moment. Oui. Et je peux te donner un petit conseil. Oui, allez-y, je vous en prie. J'essaie d'encourager des femmes. Nous sommes au XXIe siècle. Elles doivent avoir une ambition, au même titre que les hommes. Créer des entreprises, être déterminées. Il faut être déterminé, avoir de la patience, avoir du courage, avoir de la persévérance et surtout avoir la confiance en soi. Dire qu'on est capable d'y arriver. Et surtout, si elles ont des difficultés, si elles tombent, elles doivent se lever. Oui. Même si elles n'arrivent pas à se lever, il faut qu'elles rampent. Elle va ramper à un moment donné, elle sera la main va tendre, il y a une main qui viendra l'aider pour se mettre debout. Et je finirai aussi par dire que surtout, ne pas tenir compte. Tu m'as posé une question la fois dernière, si je n'avais pas honte, si je n'avais pas peur de voir que j'étais âgée. Non, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de soi. Il faut avoir le rêve de réussir. Et quand vous avez votre rêve de réussir, il faut y aller. La vengeance, la haine, ne peut se résolver que par la réussite. La réussite. Comme dit mon fils aîné, maman, la vengeance, la réussite. Tous ceux qui se moquaient de vous, quand vous réussissez, ils se tuent. Ils t'aiment leur bouche et ils vous regardent. Qu'ils le veulent ou pas, ils sont obligés de composer avec vous et de voir. Et c'est une fierté. Oui, ce que vous avez pu produire. Debout les femmes, et debout les filles. Allez-y.
Merci à vous, Siakam Victorine, d'être passée dans nos buts, dans nos studios Europe Afrique Radio, la radio de la coopération. Je le rappelle, chers auditeurs, nous recevions Siakam Victorine, docteur en droit, présidente également de l'association pour la dignité, qui était donc l'invité de la semaine. Un dernier mot pour vous? Oui, j'ai oublié de dire, Chris, j'ai aussi écrit dans mon livre Debout les femmes que Joséphine Becker devait aussi être dans les livres, dans les manuels scolaires. Tout à fait. Dans les manuels scolaires, c'est-à-dire primaire, collège et l'université. On doit parler de Olympe de Gouges, on doit parler également de Joséphine Becker. Dans les programmes scolaires. D'accord. Ça va travailler l'esprit des filles et puis de prendre conscience que voilà. Si ces femmes-là ont été à la pointe du combat, il faut persévérer. Pour leur rendre les honneurs. Parce que si aujourd'hui, je parle ici avec vous librement, c'est parce que j'ai eu des aïeux qui sont battus aussi pour moi. Donc, nous devons nous battre aussi pour les enfants futurs et nos petits-enfants, pour l'avenir. D'accord. Merci à vous d'être restés à notre compagnie, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Europe Afrique.